Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de l'actualité, ce soir, nous allons directement sur le continent africain où une nouvelle mutinerie s'est éclatée en Côte d'Ivoire. Les militaires donc mutins tirent en l'air à Abidjan, Yamoussoukro et Dimbokro, le centre, Amman, l'ouest et dans plusieurs autres villes du pays. Toujours sur le continent, en Gambie, c'est le Nigeria qui déploie un navire de guerre. Le Nigeria dont a déployé son navire de guerre le plus récent dénommé Unité NNS en prélude à une éventuelle intervention militaire en Gambie. Une source militaire nigériane dont a déclaré nous confier la BBC que le navire de guerre navigue actuellement au large des côtes du Ghana en direction de la Gambie. Et cette information un peu cocasse, une députée propose la grève du sexe. Une députée donc de l'opposition kenyane a demandé aux femmes de son pays de priver les hommes de sexe jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales en prélude aux élections générales d'août 2017. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous reviendrons donc sur les couples franco-étrangers, Et pour en parler ce soir, nous avons comme invité Juliette Deveau des Amoureux Banc Public. Bonsoir Juliette. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous aborderons donc l'aspect juridique des couples franco-étrangers parmi les difficultés que ces couples rencontrent. Et vous êtes celle qui parle généralement des discriminations aux amoureux banc public, Juliette. Oui, effectivement, nous sommes un mouvement de couples franco-étrangers, de familles binationales plus largement, qui militons, nous mobilisons pour la défense de nos droits, l'accès aux droits à la vie privée et familiale en France. Donc ça passe par une série d'actions juridiques et d'accompagnement des couples, d'information, de conseils, mais aussi de vigilance, de veille et de dénonciation des traitements que subissent un certain nombre de couples franco-étrangers en France. Bien, Juliette, on ne vous laissera pas développer tout cela. On vous revient vers vous dans quelques instants. Le temps de vous dire merci d'avoir accepté notre invitation et de remercier tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ici, outre-Atlantique, sur le continent et dans leur voiture. À tout de suite. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Nous ouvrons notre magazine par une nouvelle un peu cocasse. C'est une députée donc de l'opposition kenyane qui a demandé aux femmes de son pays de priver les hommes de sexe jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales en prélude aux élections générales d'août 2017. Elle s'appelle Michi Mboko. Elle a déclaré que les femmes doivent donc faire le boycott du sexe jusqu'à ce que leurs hommes montrent leur carte d'électeur. Michi Mboko est mariée, a déclaré que les femmes doivent donc faire le boycott du sexe jusqu'à ce que les hommes donc s'inscrivent, ce qui n'est pas courant, ce qui est un cas assez rare. Elle dit, je cite, « Si vos maris ne se sont pas inscrits sur les listes électorales, refusez de coucher avec eux jusqu'à ce qu'ils le fassent. » Les classes dernières s'exprimaient donc depuis Mombasa hier lundi au cours du démarrage d'une campagne nationale d'inscription sur les listes électorales pour enrôler des millions de nouveaux électeurs en vue des élections du 8 août. Nous restons sur la côte ouest africaine où une nouvelle mutinerie a éclaté en Côte d'Ivoire. Des militaires mutins tirent en l'air à Abidjan, Yamoussoukro et Dimbokro, le centre, Amman, l'ouest et dans plusieurs autres villes du pays. Des militaires mutins tirent en l'air
Ils réclament des primes comme leurs collègues de Bouaké. Ces militaires de carrière sont frustrés par le paiement d'une prime à leurs collègues issus des forces nouvelles, anciennes rébellions à l'origine de la mutinerie de Bouaké, Korogo et Daloa. Cette révolte survient après la mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée, initiée début janvier à Bouaké, le centre, et qui s'est terminée par un accord avec le gouvernement par le paiement de 12 millions de francs CFA, soit 18 000 euros, à 8 500 soldats. À Yamoussoukro, les mutins sont sortis de la caserne de Zambakro, située à une dizaine de kilomètres de la capitale, où sont habituellement basés les soldats qui ne sont pas d'anciens rebelles. Ils ne sont donc pas a priori concernés par l'accord financé. Une source militaire nigériane a déclaré à nos confrères la BBC que le navire de guerre navigue actuellement au large des côtes du Ghana en direction de la Gambie le week-end dernier. Les chefs militaires des pays d'Afrique de l'Ouest se sont rencontrés pour discuter d'un plan de déploiement d'une force militaire en Gambie. Le président nigérien Muhammadu Buhari a été nommé médiateur dans la crise gambienne par ses pairs de la CEDEAO. Le Sénégal, pays voisin de la Gambie, devrait diriger une éventuelle offensive armée sous-régionale. Il prépare également ses troupes au sol. Le président de la Cour suprême gambienne, Emmanuel Fagbengele, s'est recusé hier lundi de l'examen du recours porté devant cette juridiction par le président sortant contre l'investiture de son successeur, élu Adama Barrow, prévu le 19 janvier. La Gambie est plongée dans une grave crise depuis que M. Yahya Jammeh a annoncé le 8 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre, une semaine après avoir pourtant félicité M. Barrow pour sa victoire. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, le décor est implanté. Il faut respecter les lois quand on vit dans un pays, quel que soit le pays du monde où on se retrouve. Cela vaut pour tout citoyen. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir pour ceux et celles qui prennent notre marche. Que maintenant, nous sommes rendus dans la partie réservée à la réflexion radiophonique et ce mois qui porte sur les difficultés des couples mixtes, les couples dits noirs et blancs, les couples franco-étrangers. Ces couples ont-ils plus de chances d'échouer au bout de quelques années? Depuis le début du mois, nous avons reçu donc plusieurs coups de fil et plusieurs intervenants. Le premier mardi, donc, ceux qui ont intervenu faisaient beaucoup plus l'apologie des couples, de l'amour dans les couples franco-étrangers, les couples noirs et blancs, en sens que la différence apporte toujours un petit plus. Ce soir, nous aborderons beaucoup plus l'aspect des difficultés, ce sera beaucoup plus les discriminations. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec Juliette Devaux. Une fois de plus, merci Juliette d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien. Bien. Vous êtes celle donc qui, généralement, est consultée pour venir en aide aux couples franco-étrangers. Dans l'association Les Amoureux au banc public. D'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est les Amoureux au banc public? Alors, les Amoureux au banc public, c'est c'est le nom d'un mouvement qui s'est créé spontanément en 2007, suite à l'adoption de lois relatives à l'immigration par à l'époque Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur. Et qui a fait, ce mouvement, il a fait le constat de nombreuses difficultés d'un seul coup, beaucoup plus conséquentes à l'égard des couples franco-étrangers dans l'accès, notamment à l'entrée et au séjour sur le territoire français. Donc au départ, plusieurs collectifs comme ça de couples, concrètement engagés dans des démarches, naissent à travers la France. Et puis, progressivement, le mouvement se structure et une association naît en 2011
Voilà, donc avec des statuts et qui aujourd'hui est donc représenté dans plusieurs villes du territoire national. Donc l'idée pour les amoureux banc public, c'est de continuer évidemment à porter tout un ensemble de revendications, et notamment, principalement, celui de vivre la vie qu'on s'est choisie sur le territoire français avec la personne qu'on aime, et notamment quand cette personne est de nationalité étrangère et malgré les démarches qu'il a ou qu'elle a effectuées pour pouvoir résider en France. Du Bien. coup, Oui. bon, voilà, je vous laisse, je pourrais en Oui. raconter beaucoup. Oui. Alors, dites-nous, au fil du temps, est-ce que votre mouvement parvient quand même à se faire entendre au niveau de la France aujourd'hui? Alors, on est plutôt bien identifié aussi parce qu'on bénéficie évidemment de partenaires et puis on s'inscrit dans tout un réseau d'associations qui militent pour la défense du droit des étrangers en France. Donc oui, on est repéré, on est écouté et puis on essaye d'être présent sur le terrain du plaidoyer politique, aller à la rencontre des décideurs, des institutionnels, des fonctionnaires aussi, des agents, des ministères et puis des élus parlementaires. Donc là, par exemple, à l'occasion de la dernière réforme du droit des étrangers qui a été votée en mars 2016, l'association a eu l'occasion de présenter à des élus parlementaires des propositions d'amendements dont certains ont été débattus en Assemblée, malheureusement pas adoptés. Voilà. Pas adopté, cela laisse donc croire que, en substance, que votre mouvement connaît quand même une réelle, commence à gagner du terrain, commence à être reconnu. Mais dites-nous, au niveau des discriminations dans le temps, est-ce que cela recule ou alors on est au même niveau que quand vous avez commencé le combat? Malheureusement, le constat est quand même plutôt le même, hein. On ne progresse pas en matière d'accès aux droits, en tout cas pour les couples franco-étrangers. La suspicion reste très forte. Ça implique du coup une attitude de la part des administrations qui est parfois et très souvent difficile à supporter pour les ressortissants étrangers qui se présentent dans ces guichets où d'emblée c'est le prisme de la suspicion de fraude qui vient d'abord. Donc du coup, il s'en ressent un traitement évidemment discriminatoire par rapport à non seulement voilà, éventuellement l'ensemble des personnes qui souhaitent accéder au séjour, mais aussi après, en tant que couple franco-étranger, de devoir subir des interrogatoires ou des auditions que n'ont pas à subir notamment les couples franco-français. Je pense par exemple au mariage. Dites-nous, Donc, Juliette, alors je vais poser des questions assez précises. En termes de difficultés, parce qu'on sait quand même que tout couple rencontre des difficultés, sur le point de vue de la loi aujourd'hui, quelles sont les difficultés les plus poignantes que ces couples rencontrent généralement? Alors, il y a beaucoup de couples qui souhaitent accéder notamment à l'union civile qui est le mariage. Et donc à l'occasion de ce mariage, en fait, il y a un contrôle assez fort de l'institution judiciaire Assez fort, qui est c'est-à-dire? porté. Eh ben, c'est-à-dire que le couple va être soumis à une audition, d'abord de la part des officiers ou d'état civil, et puis si les officiers d'état civil relèvent éventuellement des indices, notamment et la plupart du temps liés à la situation administrative du ressortissant étranger, alors ils vont pouvoir saisir le procureur de la République qui lui-même va pouvoir faire procéder à Juliette une Desvaux, enquête. écoutez-moi, excusez-moi de vous couper, parce que quand vous parlez, c'est pas tout le monde qui est au fait de ce qui se passe. Quand on parlait des indices, quel type d'indice peut apparaître dans une audition? Alors, en fait, ce que techniquement l'officier d'état civil est censé rechercher, c'est s'il y a une union dite de complaisance, hein. C'est-à-dire que le but poursuivi par le couple serait complètement étranger à l'objet du mariage, qui est de partager une communauté de vie et éventuellement de fonder une famille. Et donc, du coup, l'officier d'état civil, il va aller chercher, dans la situation qui lui est présentée par le couple qui souhaite se marier, éventuellement des indices révélateurs de quelque chose qui serait fabriqué. Et donc, par exemple, quand il y a une relative méconnaissance des familles respectives, quand il n'y a pas de langue commune partagée dans le couple, quand il n'y a pas éventuellement de domicile commun, quand il y a
une situation administrative voilà, du ressortissant étranger qui est irrégulière ou en cours de régularisation. En tout cas, voilà, c'est un fort indice d'un objet poursuivi qui serait l'accès au séjour et à la nationalité française. Hein, ça revient très souvent. Donc voilà, il y a des unions de compétences, il y en a de toutes les sortes. Envers les couples franco-étrangers, on soupçonne systématiquement le ressortissant étranger de vouloir avant tout accéder au séjour et non pas se marier Donc, pour les raisons qu'on connaît tous. en résumé, les administrations soupçonnent toujours en fait une absence d'amour réel dans ces couples, c'est bien cela. C'est ça, exactement. À votre niveau, quels outils, quels sont les moyens dont vous disposez pour savoir que ceux-là qui prétendent s'aimer s'aiment réellement, que c'est pas une manière pour d'accéder aussi voilà, à la régularisation? Nous, on a décidé de ne pas mener de l'enquête en ce sens-là. On a décidé plutôt d'outiller notamment, hein, puisqu'on est parti sur la question du mariage, d'outiller les mairies plutôt de guides rassemblant l'ensemble des dispositions légales permettant justement de ne pas être comme ça dans une suspicion systématisée, voire discriminatoire, mais bien voilà, de mener une enquête circonstanciée, adaptée à la situation et de relever de véritables indices, un faisceau d'indices d'ailleurs, on appelle ça un faisceau parce qu'il faut en réunir plusieurs, un seul ne suffit pas à pouvoir douter de l'union. Donc du coup, on aiguille plutôt les mairies sur attention là. Voilà, les droits des couples, ce sont ceux-là, et vous ne pouvez pas procéder à votre guise à des traitements spécifiques qui seraient donc éventuellement discriminatoires s'ils ne visaient que la nationalité étrangère de l'un des futurs époux. Voilà, donc non, nous on part plutôt du principe que voilà, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des décisions qui ont été prises par des hautes autorités judiciaires administratives et qu'elles doivent avant tout s'appliquer. Participez Voilà. à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Henri Tiki, vous avez entendu Juliette Devaux, qui est donc membre du mouvement Les Amoureux au banc public, qui ce soir nous dépeint quand même un tableau, on va dire sombre, assez difficile, on va dire même triste, des couples, on va dire franco-étrangers. Vous êtes psychologue clinicien et notre consultant habituel. Quel regard portez-vous sur ce tableau que nous dresse ce soir Juliette Devaux? Henri Tiki. Oui, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Julien Devaux. L'association a un rôle intéressant, les principes sont assez louables, mais il est très difficile pour moi d'intervenir dans ce genre d'organisation parce qu'on a en face une organisation administrative qui a ses lois et de l'autre côté, on a une association qui a ses principes. Est-ce qu'on peut prouver l'amour? C'est une discrimination à quoi? Une discrimination sociale ou une discrimination administrative? Quels sont les critères d'amour que l'association va mettre en face? On a une administration sourde. Donc, l'entreprise est louable, mais on a vu beaucoup de cas de couples qui s'aiment ou prétendent s'aimer, mais qui se heurtent face à la rigidité administrative. Donc, il m'est très difficile, moi, psychologue clinicien, de donner un mot, de dire ce que je pense de manière psychologique dans une telle démarche. Mais je dis, l'entreprise est louable. L'entreprise est louable. Henri Tiki, je formule autrement ma question. Un couple, on va même dire, prenons le cas de ceux-là qui s'aiment réellement et qui commencent à vivre, on va dire, des tracasseries comme ça. Est-ce que demain, prenons le cas où l'étranger venait à être régularisé, est-ce que dans le temps, il ne va pas subir, on va dire, le chantage du conjoint qui l'a aidé à être régularisé? Parce que là, tout de suite, c'est une difficulté supplémentaire par rapport aux autres couples. Il y a ce risque-là. Je veux dire, sur le plan psychologique. Oui, allez-y. Si on s'en tient à un tel chantage, si on s'en tient à une telle réalité, finalement, dans un couple, il n'y aura que des chantages parce qu'un couple a vocation à vivre et à surmonter les épreuves pour l'une ou pour l'autre personne au fil du temps de leur amour. Donc, ce n'est pas parce que l'un des conjoints a permis que l'autre soit régularisé qu'on va statuer en termes de chantage. Reconnaissant aussi que c'est une difficulté supplémentaire. Henri Tiki. C'est une difficulté supplémentaire. On l'a dit tout à l'heure, on l'a déjà dit dans les précédentes émissions que
le couple mixte, comme le couple homogame, a vocation à vivre des épreuves, des compromis, des concessions. Les concessions font partie de ces difficultés qu'on essaye d'éluder, qu'on essaye de solutionner. Les compromis font partie de ces éléments qui permettent à un couple de trouver des solutions et des terrains d'entente pour que le couple puisse vivre dans la sérénité. Bien, Juliette Devaux, vous avez entendu notre consultant habituel Henri Tiki qui effectivement montre toute sa difficulté à donner son regard, apporter son regard sur ces couples-là. Dites-nous dans le temps, vous qui êtes membre, voilà, la première question est de savoir, depuis combien de temps êtes-vous membre des Amoureux dans le public, Juliette Devaux? Alors, je travaille pour l'association. Je suis salariée de la coordination nationale depuis avril 2014. Donc, ça va faire 3 ans maintenant. Oui. Depuis 3 ans, est-ce que ces couples-là résistent? Les couples résistent même avec beaucoup de pugnacité. Moi, j'en suis très admirative. Parce qu'il voilà, malheureusement il y a beaucoup de combats qui sont longs, qui sont très très longs et qui nécessitent de recourir à la justice, d'aller s'adresser à des juges quand l'administration notamment préfectorale refuse de faire droit aux demandes de régularisation. Et quand l'administration consulaire refuse de faire droit aux demandes de visa des conjoints de Français ou des personnes qui seraient paxées avec des ressortissants français. Donc les combats peuvent être longs. Quand je suis arrivée dans l'association, j'ai rencontré des couples dont certains n'ont pu voir l'issue que cette année. Donc c'est un suivi au long cours. Et puis on continue de se battre, on s'encourage, on les soutient. Voilà. C'est aussi c'est aussi pour ça qu'on est là en fait, pour accompagner ces couples et puis les inviter à continuer à se mobiliser, à pas baisser les bras, parce que c'est en continuant de montrer qu'on est là, qu'on existe, que la société française, en tout cas nos gouvernants, voire nos candidats, nos futurs candidats à l'élection, ne seront pas dans le déni de cette réalité qu'est l'immigration familiale. Le mot est lâché, le déni. En d'autres termes, vous êtes conscient dans le mouvement que voilà, les élus, les dirigeants connaissent la difficulté. À votre avis, pourquoi ces derniers ne font pas, on va dire, le nécessaire pour que ces difficultés puissent cesser, c'est-à-dire pour que l'amour ne soit pas soumis à toutes ces tracasseries administratives? C'est une bonne question. Je pense que le prisme, il est purement électoraliste. Le sujet de l'immigration mobilise les foules malheureusement plutôt sur un aspect qui est assez négatif, un repli sur soi et du coup opposer plutôt que réunir et solidariser, c'est, je pense, plus facile en termes de discours. Donc on constate clairement que les candidats ont plutôt recours à ça. Il n'y a pas de volonté politique de pouvoir plutôt aller vers de la diversité et du multiculturalisme en France. Donc du coup, on maintient plutôt une politique de fermeture. Là, on a des candidats comme François Fillon ou Marine Le Pen qui suggèrent même de mettre des quotas à l'entrée en France, c'est-à-dire un quota de visa par an en fonction de la capacité potentielle, de l'évaluation de la capacité du demandeur de visa à s'intégrer en France, et puis aussi du nombre de visas déjà délivrés, et notre capacité économique, nous, à intégrer des personnes supplémentaires. Ça, c'est complètement nier l'idée que les personnes tombent amoureuses, fondent des familles indépendamment du calendrier administratif et de ce que l'État s'est décidé en termes de quotas et de nombre d'entrées sur son territoire. C'est irréaliste au possible. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on en pense. C'est irréaliste et, comme vous le dites, et qu'est-ce qui fait tenir un couple dans une telle situation, Juliette Devaux? Qu'est-ce qui fait tenir un couple Alors, là, je crois que c'est intime. Chaque couple a sa motivation. Chaque couple s'aime de toute façon, d'une façon propre et différente.
Mais voilà, les couples ne lâchent pas les bras, ne lâchent pas l'affaire parce que en fait tout ce qui est souhaité, c'est être ensemble, vivre Juliette, ensemble, dites-moi, mener sa vie comme excusez-moi, Juliette, excusez-moi de vous couper. Dites-vous que on imagine que quand un couple est formé, même si il y a des difficultés administratives, il y a aussi les difficultés inhérentes même à la vie de couple. Je veux dire, dans le bien temps, sûr. généralement, j'ai l'impression qu'ils vont tenir plus parce que le combat extérieur voilà, qui est la régularisation de l'un des membres, l'un des futurs conjoints, l'un des conjoints, ce combat-là va les souder. Mais j'ai envie de dire, dans le temps, est-ce que cela ne constitue pas déjà une force inhérente au couple qui demain sera régularisé d'expérience? Qu'en Alors pensez-vous? d'expérience, on fait pas justement de généralité parce que alors évidemment on a vu beaucoup de couples se solidariser très fort dans l'adversité. Mais aussi, voilà, l'expérience nous amène à dire que les couples franco-étrangers sont des couples comme les autres. Et donc, effectivement, au-delà de ces difficultés administratives, ils vivent bon, les mêmes tracasseries et les mêmes difficultés que peuvent rencontrer toutes les personnes qui s'aiment au quotidien, enfin, dans une vie quotidienne. Et donc, du coup, voilà, les couples franco-étrangers ne sont pas exempts du chagrin d'amour, de la rupture. À quelques moments que ce soit. Donc c'est vrai que l'expérience nous amène plutôt à dire que surtout que les couples franco-étrangers sont des couples comme les autres et c'est ce qu'on défend évidemment aussi dans nos actions et dans nos revendications politiques. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui prennent notre image, que maintenant, c'est toujours Juliette Devaux. Elle est donc coordinatrice dans le mouvement Les Amoureux au banc public, ce mouvement qui vient en aide aux couples franco-étrangers qui font face aux difficultés administratives. Donc, nous allons donner la parole maintenant à notre consultant qui est Henri Tiki pour lui poser la question, savoir, voilà, que un couple va être soumis à la rude épreuve, très rude épreuve, donc la régularisation administrative de l'un des conjoints. Dans le temps, on imagine donc celui qui a été aidé, oui, disons-le comme cela, celui qui sera régularisé dans le temps, il va tenir avec un souvenir dans l'esprit, c'est que grâce à mon épouse, grâce à mon époux, je suis régularisé aujourd'hui. Donc, il va essayer de tenir dans le temps. Mais est-ce qu'il peut tenir toute la vie avec cet argument-là, Henri Tiki? Ah oui, je réponds de facto oui, parce que de toutes les manières, un couple, c'est un échange de services rendus en permanence. Si l'une des personnes rend service pour ceci, l'autre rendra service pour cela. C'est ça qui fait le couple. Donc, la psychologie administrative, dans son aveuglement, impose des critères d'amour. De l'autre côté, on a un couple dont l'idée s'élargit et s'étend par des services rendus. Je pense que le couple se tient par le cœur, par les vibrations sentimentales qui les lient. Donc, ce n'est pas parce que l'une des personnes a pu faire régulariser l'autre que le couple va battre de l'aile au fil du temps. Mais Henri Tiki, c'est pas évident quand même. C'est pas évident parce que, comme vous le dites si bien, tous les couples font les compromis, mais celui-ci, outre, parce que pour vivre longtemps, pour vivre en paix dans un pays, il faut être régularisé. Donc, celui qui aura été aidé va quand même vivre avec ce poids-là. À mon sens, j'ai bien à mon sens, je peux bien me tromper, à mon sens, arrive un jour, il va craquer, il va dire, j'ai assez payé, c'est bon. Non, on ne peut pas le dire, il n'y a pas de raison de le dire. Si on ressent le sentiment de paiement, c'est que finalement, l'administration a raison. Je n'aimais pas mon partenaire. Non, mon partenaire m'a aidé à être régularisé par amour, parce que nous nous aimons. Et l'aveuglement administratif nous a imposé d'avoir des papiers, entre guillemets. Mais autrement, on vivrait sans. On n'a pas besoin de cela. Dans la psychologie administrative, on n'a jamais compris pourquoi il y a cette prétention à vouloir dicter les critères d'amour aux autres. Ces couples sont confrontés à des difficultés. Il faut qu'ils prouvent tout le temps leur degré d'amour pour que l'administration puisse les régulariser. C'est de l'aveuglement administratif. Aveuglement administratif, je me tourne vers Juliette Devaux et je lui pose la question de savoir, Juliette Devaux, quels sont les cas les plus difficiles que vous avez eu à traiter depuis que vous êtes aux amoureux banc public? Alors déjà, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit précédemment. Effectivement, les couples n'ont absolument pas besoin de papier pour s'aimer et donc du coup, de devoir prouver
en permanence la sincérité des sentiments, l'existence d'une communauté de vie, c'est éreintant et on ne comprend pas pourquoi l'administration s'acharne en ce sens-là et parfois à répétition. Après, ça peut effectivement entraîner des situations complexes pour certains couples de pouvoir sortir justement et se stabiliser, sortir de ces méandres administratifs et se stabiliser dans sa situation familiale, sociale, professionnelle. Les situations évidemment très compliquées qu'on peut voir, c'est quand il y a des arrestations, des interpellations et des tentatives de l'administration de séparer le couple qui est soit un jeune couple ou soit qui est dans des démarches justement en vue de pouvoir s'unir. Les administrations peuvent s'alerter entre elles, voire dénoncer. Et à ce moment-là, les préfectures se saisissent de l'occasion pour éloigner éventuellement le futur conjoint étranger avant que l'union ait lieu. Ça, ce sont des situations qu'on voit assez fréquemment, qui nécessitent de saisir la justice très rapidement. La plupart du temps, on arrive à faire condamner la préfecture. On qualifie ça de détournement de pouvoir, donc c'est quand même assez conséquent. C'est un comportement qui est quand même particulièrement contraire à l'état de droit, et puis qui entraîne pour le couple évidemment beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress au vu d'une séparation dont on ne connaît ni la durée, ni le moment. Enfin voilà, ça peut être très soudain, très très spontané. Juliette Deveau, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui dans ce combat que vous menez pour venir en aide aux couples franco-étrangers sur le plan administratif? Alors les moyens dont on dispose, c'est évidemment essentiellement de nous informer sur la réalité des lois, des procédures, nous informer des pratiques aussi des administrations, comment est-ce qu'ils procèdent eux au sein dans leur territoire, puisque les administrations préfectorales sont départementales notamment. Comment est-ce qu'elles procèdent dans leur territoire pour permettre aux personnes d'accéder éventuellement donc à une carte de séjour temporaire, pluriannuelle aujourd'hui, ou voire une carte de résident. Donc nos moyens, notre meilleur moyen en fait, c'est d'être au courant de ce qui se passe, de pouvoir informer le plus tôt possible, le plus en amont possible les couples de l'existence et du contenu de leurs droits, afin qu'ils puissent les faire valoir de la meilleure manière et se prémunir d'un éventuel refus de l'administration qui pourrait conduire à une obligation de quitter le territoire. Est-ce qu'on va vous couper? Faisons un cas pratique. Un couple franco-étranger est en passe d'être, l'un des conjoints est en passe d'être expulsé. Qu'est-ce que vous faites tout de suite? Alors, quand un ressortissant étranger est en passe d'être expulsé, la plupart du temps, il est placé dans un centre de rétention administrative quand il s'agit d'un éloignement forcé opéré par l'administration. Et dans ce centre de rétention administrative, il a accès à éventuellement un avocat s'il peut accéder à la permanence d'avocat qui a lieu à ce moment-là, et puis aussi à une association qui est présente dans tous les centres de rétention administrative. Vous avez des représentants d'associations qui justement sont là pour aider ces personnes à accéder éventuellement à un recours. Et nous, on se met en lien assez régulièrement avec ces associations qui sont présentes dans les centres de rétention pour qu'on se concerte sur la meilleure stratégie à adopter pour ce couple, pour qu'on se mette en lien avec l'avocat, éventuellement proposer des argumentaires ou aussi, et ça a pu arriver par le passé à plusieurs reprises, organiser une mobilisation autour de la situation du couple. Dites-nous, Juliette, excusez-moi de vous couper. Ouais. Est-ce que votre mouvement aujourd'hui est reconnu par les administrations? Est-ce que notre mouvement est reconnu par les administrations? Oui, je veux dire, dans le cas où, par exemple, un couple, l'un des conjoints est en passe d'être expulsé dans un centre de rétention, et que quand vous arrivez, est-ce qu'on vous permet de pouvoir accéder à communiquer avec cette personne? Comment vous faites? Alors non, ça ne se passe pas comme ça dans les centres de rétention, puisque seules les associations agréées peuvent y rentrer. C'est un cadre très spécial.
Donc nous, on n'a pas vocation à entrer dans les centres de rétention, on est à l'extérieur. Comment agissez-vous donc? Et donc, donc j'allais poursuivre, parce que la façon dont on peut agir, c'est Allez-y. justement être présent, mobiliser la société civile autour de la situation du couple. Donc ça va être organiser une pétition, organiser une manifestation sur la voie publique, se rendre visible, en tout cas aux yeux de l'administration, et puis éventuellement du juge qui va avoir à connaître de la situation, et être présent à une audience, enfin voilà, mobiliser les soutiens autour du couple pour sensibiliser et l'administration et le juge à la réalité de la vie privée et familiale du ressortissant étranger en France. C'est là où moi, je reste beaucoup plus curieux quand vous parlez de mobiliser les soutiens. Je veux voir quels sont vos outils. Est-ce que vous avez du réseau, je suppose? Alors, mobiliser les soutiens, oui, c'est ça. Ça veut dire diffuser une pétition en ligne. Ça veut dire aider aussi le couple à coordonner les soutiens autour de lui, recueillir comment dire, des attestations, des manifestations de soutien à l'écrit que pourrait faire l'entourage et la famille, réunir des photos, monter un collectif de soutien, se coordonner, créer je sais pas, un événement sur les réseaux sociaux, enfin relayer sur notre site internet. Ça va être tout ça qu'on va pouvoir mettre en place. Oui, Juliette. Oui. Oui. Et Allez-y. voilà. Voilà. Non, mais bon, c'est l'ensemble des moyens dont dispose le mouvement, en tout cas, et puis bon, je éventuellement interpeller directement le décideur en faisant des courriers d'alerte, soit directement à la préfecture, au ministère de l'Intérieur, à un consulat, au défenseur des droits également, qu'on a l'occasion de solliciter. Enfin bon, voilà, c'est en tout cas ne pas laisser la situation sous silence. Voilà. Bien. Notre magazine arrive inexorablement donc vers sa fin. Nous écoutons Juliette Devaux, qui est coordinatrice juridique dans le mouvement Les Amoureux au banc public. C'est un mouvement qui aide dans les couples franco-étrangers l'un des conjoints est en passe d'être expulsé et que l'amour ici est mis en doute, que généralement en fait l'administration soupçonne généralement le conjoint, le partenaire étranger, de ne pas aimer réellement, de vouloir simplement être opportuniste et saisir d'une opportunité pour être régularisé. Bien, Henri Tiki, on arrive pratiquement au terme. Voilà donc que l'amour également est soumis à rude épreuve. L'amour fait partie de la vie. Les épreuves sont dans l'amour. Que voulez-vous? L'administration a choisi de donner plus d'épreuves à l'administration, à l'amour. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de dette dans l'amour. Donc, aucun des conjoints ne doit se sentir redevable par rapport à la régularisation. Les dettes entre les conjoints n'existent pas. Il n'y a pas de dette sentimentale, il n'y a pas de dette morale. Non, l'amour doit vivre par lui-même et pour le couple. L'amour doit vivre par lui-même et pour le couple. Merci Henri Tiki pour toutes ces informations. Pour votre éclairage, on vous retrouve donc mardi prochain et au plaisir. À très bientôt. Au revoir. Juliette Devaux, notre magazine arrive à son terme. Que retenir? Parce que ce combat semble ardu pour vous. Et de manière générale, est-ce que vous parvenez quand même à avoir quelques victoires? Alors oui, heureusement, on parvient à avoir des victoires puisque le sujet, malgré tout dont on s'occupe, est heureux la plupart du temps. Donc les événements, le cours des événements fait que les situations arrivent à se débloquer. Parfois c'est long, parfois c'est éreintant, mais on a régulièrement des victoires et justement, ce qui fait la force aussi du mouvement des amoureux au banc public, c'est que beaucoup des couples qui en sont sortis victorieux s'engagent aussi dans le mouvement à leur tour pour aider d'autres couples qui rencontreraient les mêmes difficultés qu'eux. Et puis voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les amoureux au banc public essayent de se rendre visibles et d'organiser des événements festifs et joyeux et de pouvoir voilà aussi parler de l'amour franco-étranger et, en dehors voilà, à côté de ce cadre purement administratif pour rendre justement les événements plutôt attractifs et justement célébrer la mixité et j'en profite pour vous signaler qu'un événement aura lieu le 12 juin 2017. Ça s'appelle le Loving Day. C'est la célébration. C'est-à-dire le Loving Day? Loving Day, en fait, c'est le nom qu'on a donné à ce jour, le 12 juin, jour
où en fait un couple américain, noir et blanc, le premier couple américain à avoir été autorisé à se marier dans l'État de Virginie. Alors c'était interdit le mariage entre personnes de couleur blanche et noire dans cet État dans les années 60. Et justement, ils ont réussi à mener un combat pour pouvoir s'unir et ils en sont sortis victorieux. Merci. Et depuis, on célèbre ce jour. Et ce sera dans le 12 juin. Ce sera le 12 juin à Paris et peut-être à Lyon également. L'année dernière, ça avait eu lieu place Mazagran dans le 7e. Le lieu de cette année reste à déterminer. Très bien. Merci beaucoup, Juliette Devaux. Je rappelle à ceux qui arrivent à ce que c'est instant que vous êtes coordinatrice juridique dans le mouvement des amoureux au banc public. On vous retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir. Notre magazine arrive à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir apporté un éclairage supplémentaire sur la vie des couples franco-étrangers, les couples noirs et blancs, les couples mixtes. On vous retrouve mardi prochain à la même heure. Ce sera à 19h. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical.